Eh bien, écoutez, je vais vous laisser la parole. Nous allons terminer cette excessivement intéressante séance sur les hernies par la présentation de Pablo Ortega de Bayonne, de Dijon, on dit des Bayonnes, ou de Bayonne, je pense qu'on va faire la française, non? C'est Tourangeau. C'est Tourangeau, d'accord, de Bayonne c'est Tourangeau, on va faire. Mais Ortega c'est espagnol quand même, de Castille. Allez, vamonos ahora. Allez, à vous mon cher ami. Merci Monsieur le Président. Donc je vais essayer de respecter aussi bien que l'ont fait mes collègues le temps pour parler d'éventration complexe. Alors déjà la première chose, il y a un intérêt justement avec essentiellement des fabricants divers et variés de prothèses. Déjà, je vais en premier vous dire qu'est-ce que c'est qu'on appelle complexe. On va essayer d'avoir un petit aperçu sur l'ampleur de ces éventrations complexes, quelle est leur fréquence, quelle stratégie a-t-on pour gérer la complexité, qu'elle vienne du patient, de la taille de la hernie ou du fait qu'on a une contamination. La révolution bio qui est arrivée dans le monde du milieu contaminé, les résultats, puis une petite conclusion. Donc, quand on parle d'éventration complexe, elle est complexe en fonction d'un de ces trois facteurs. Le terrain du patient, la fragilité du patient, ses comorbidités qui le mettent en particulier à un risque augmenté d'infection du site opératoire. Ce qui est, comme vous le savez bien, un problème quand on pense mettre un implant prothétique, comme c'est le cas. Deuxième facteur qui rend complexe une éventration, c'est sa taille. Puisque quand on a perte de droit de cité, qui a été cité tout à l'heure par des collègues, on a une difficulté de gestion. Et puis le troisième élément, bien entendu, c'est le fait d'avoir un champ opératoire contaminé, et vous l'avez bien saisi au fil des discussions de l'après-midi, est-ce qu'on met quand même une prothèse et laquelle dans un milieu contaminé ? Alors, des fois, justement, les différents facteurs s'imbriquent et on a en même temps et la contamination et la taille, et le terrain du patient et la taille et l'infection. Et c'est d'ailleurs le plus fréquent que ces différents facteurs se cumulent entre eux en fonction des patients. Alors il y a évidemment différents degrés de complexité entre le patient où la complexité vient simplement du fait qu'on a une stomie en place qu'on évidemment ne peut pas déplacer comme c'est le cas d'un briquaire, et la patiente qui a une énorme éventration étranglée avec du côlon dedans où on doit gérer et le problème digestif de l'éventration étranglée et le problème pariétal. Voilà. Alors globalement, les différents registres européens nous montrent qu'à peu près 1 sur 5 éventrations, ça fait 60 000 par an dans l'Union européenne, est une éventration complexe. Et on voit que dans un quart de ces éventrations complexes, le chirurgien renonce à la pose d'une prothèse et se dit « je vais revenir plus tard, je vais une sorte de rafistolage et j'essaierai de venir un autre jour en ayant de meilleures conditions ». Simplement, un petit appel, cette technique qu'on appelle des fois en 2 temps, je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'en fait elle est en X temps. Parce qu'on ne sait pas si la fois prochaine, quand on viendra, les conditions seront requises. Et ça ne sera pas un 3e, 4e, voire X temps. Puis, j'enfonce le clou en vous rappelant que dans les éventrations du rapport que nous a présenté Benoît Romain, les éventrations suivies systématiquement sur 6 mois dans les centres participants en France, on avait 28% de récidive à 2 ans. Et ce n'était pas des complexes. Donc imaginez combien plus il y en aura dans les complexes, ce qui veut dire que même quand on pense faire du 1 temps, de la réparation dite définitive, ce n'est que la vie qui nous dira si elle est vraiment définitive. Dernier élément, plus de fois on y va, moins on a de chances de réussir. Autrement dit, c'est au premier voyage où on a le plus de chances de réussir une cure qui dure. Ce qui doit nous faire poser des questions aussi éthiques en tant que chirurgien. Suis-je le chirurgien qui va pouvoir donner sa chance à ce malade ou pas ? Alors, il y a un dernier point qui nous intéresse en tant que citoyens, ça a déjà été évoqué, c'est la question du coût. Et quand on se penche sur la question du coût de ces éventrations complexes en France, comme nous l'avons fait assez récemment, on se rend compte par exemple que quand on prend ces malades, ils ont coûté en moyenne 30 000 € leur séjour pour la cure d'éventration, alors que la recette moyenne perçue pour ces malades en France est de, vous le voyez bien, 13 953.
Dirait-on, est-ce que c'est le dispositif, la prothèse qui est incluse dans le GHS et qui, elle, est coûteuse, en particulier dans le cas présent, puisque du fait du contexte potentiellement contaminé, on a mis les prothèses les plus chères qu'il soit sur le marché, les biologiques. Peut-on accuser donc la prothèse biologique d'avoir coûté cela? Eh bien non. Vous voyez en bas que le coût de la prothèse, finalement, n'est que de 5 000 €. Donc le différentiel de 15 000, la perte nette pour chacun de nos hôpitaux, n'est pas imputable à la prothèse, même si elle y contribue, bien entendu, mais ce n'est pas la faute de la prothèse. C'est le fait que ce geste de l'éventration complexe, de par le patient et des suites opératoires que nous avons, est un geste qui est peu rentable économiquement. Et en effet, le constat pique, et en venant de Dijon, je ne pouvais pas ne pas vous faire cette petite blague. Alors comment on va gérer cette complexité ? La complexité liée au patient, la complexité liée à la taille de l'éventration et à la contamination. Alors première chose qui était déjà soulevée, on va s'attaquer à contrôler les facteurs de risque préopératoires, ce qu'on appelle la préhabilitation. On a vu, le tabac est un facteur de risque de récidive de l'éventration et d'infection du site opératoire, qui en elle-même est aussi un facteur de risque d'éventration. Donc, monsieur, madame, si vous n'arrêtez pas de fumer pendant au moins 1 mois avant l'intervention et 1 mois après, je ne vous opère pas. Deuxième point, l'état nutritionnel du patient. Si le patient est dénutri, il est à la fin d'une cascade thérapeutique où se sont enchaînées la chirurgie du côlon, sa complication, sa reprise, etc., et qui présente une éventration, laissons-le récupérer de ça, laissons-le récupérer un état nutritionnel qui le mette en situation de cicatriser et d'affronter une intervention qui est véritablement lourde. Les patients diabétiques, il est indispensable d'avoir un contrôle parfait du diabète. S'il faut retarder de 2 mois l'intervention pour que le diabétologue le prenne en charge, le voit en hôpital de jour, le contrôle, etc., ça vaut la peine de retarder l'intervention. Pour les patients obèses, on a vu que c'est un facteur de risque majeur. Il faut intégrer dans la discussion la prise en charge du malade. Très souvent, je tiens ce discours à des patients de 50-55 ans. Vous êtes à l'âge où vous n'avez pas encore eu, heureusement, les comorbidités liées à votre diabète. On peut faire d'une pierre deux coups. Si vous êtes dans l'optique de prendre en charge votre problème d'obésité, on va protéger et votre cœur, et vos artères, et votre cerveau. Et en plus, il se peut qu'on ait beaucoup plus de chances de réparer durablement votre paroi. Donc je vous propose de n'opérer votre paroi que dans 1 an ou 1 an et demi, le temps que vous ayez une prise en charge bariatrique comme il se doit. Puis ça a été souligné par un de nos collègues tout à l'heure dans le public, patient qui a la moindre fragilité respiratoire. Pour les grandes éventrations, tous les patients ont une fragilité respiratoire puisqu'elles impactent sur la mécanique respiratoire. Un temps de préparation par des séances de kinésithérapie intensive pendant au moins 1 mois avant l'intervention chirurgicale. Et pas seulement respiratoire, mais aussi un entraînement à l'effort. Observance évidemment du traitement cardiovasculaire, puisque les complications cardiovasculaires arriveront derrière. Alors qu'en est-il ensuite de la taille de l'éventration ? En France, il y a un consensus qui s'est fait assez récemment, vous voyez devant vous, pour dire qu'on appelle géante une éventration qui fait plus de 10 cm de largeur. Après, la perte du droit de city est quelque chose qui est plus discuté. On s'accorde aujourd'hui, les gens qui travaillent sur la paroi, qu'on la mesure sur la volumétrie du scanner. Et donc, on considère qu'une éventration qui contient plus de 20 à 30% du volume des viscères abdominaux est donc une éventration géante avec perte du droit de cité. Le risque de ces éventrations avec perte de droit de cité, c'est que quand on va opérer sur un malade relâché et qu'on va bien pousser pour que tout rentre et essayer de fermer dessus, n'oubliez pas qu'on est sur un malade relâché, ce qu'on a derrière, ce qu'on appelle le syndrome compartimental. C'est la même chose que le syndrome des loges, mais au niveau de la cavité péritonéale. Et donc, il y a des décès post-opératoires liés à cela. Que peut-on faire donc pour gérer le problème de la taille ? Nous avons 4 outils. Le premier, un outil qu'on peut utiliser pendant l'intervention. Les techniques de séparation de composantes, antérieures ou postérieures, qui ont déjà été évoquées lors de quelques topos précédents. J'en reviendrai.
La technique du pneumopéritoine thérapeutique de Goni Moreno, c'est-à-dire de gonfler progressivement le patient pendant 2 ou 3 semaines pour à la fois faire de la place dans la cavité abdominale pour réintégrer ce qui est sorti d'elle, et en même temps ça sert aussi à préparer du point de vue respiratoire, puisqu'on est en train de comprimer le diaphragme dans les mêmes conditions qu'il va se retrouver une fois qu'on aura réintégré cela dans la cavité péritonéale. Nous avons les fermetures étagées et l'utilisation de la toxine botulique en préopératoire. Voici donc la technique de séparation de composantes antérieures. Elle consiste à faire une incision le long de l'insertion de l'oblique externe, ce qui nous permet de gagner de la souplesse, de la longueur. C'est la technique dite de Ramirez. Nous avons son équivalent en postérieur. L'incision, cette fois-ci, elle n'est pas donc faite sur la plonévrose de l'oblique externe, mais sur l'insertion du muscle transverse qui se produit en arrière des grands droits. Et donc, ça nécessite d'être dans un abord de médiane où on a déjà fait le décollement rétromusculaire. Et à ce niveau-là, on va donc sectionner les fibres d'insertion du transverse et rentrer dans le plan prépéritonéal. Et donc, cette technique nous permet également de gagner de la souplesse, de la longueur pour la fermeture de la ligne médiane en couvrant la prothèse qu'on va poser. La technique de Goni Moreno, donc ce pneumopéritoine thérapeutique décrit par cet Uruguayen, qu'on utilise donc par ce gonflage progressif en plusieurs séances sur 2-3 semaines des patients qui ont une perte de droit de cité et qui les préparent donc aussi au niveau respiratoire. Les techniques de fermeture étagée qui consistent à dire je n'arrive pas à fermer ce ventre, donc je mets temporairement une prothèse suturée au berge et sur 2, 3 ou 4 séances successives, donc reprise du malade au bloc tous les environ 4-5 jours, je vais redécouper au milieu de ma prothèse et serrer, tirer progressivement sur les berges jusqu'à la dernière séance, j'enlève complètement ma prothèse et les 2 berges arrivent au milieu pour refermer sur la ligne médiane. C'est quelque chose qu'on fait particulièrement en chirurgie d'urgence. J'ai eu d'ailleurs l'occasion de le faire cette semaine. Et puis dernière chose, l'injection de toxine botulique sous contrôle échographique 6 semaines avant l'intervention chirurgicale. C'est un peu l'équivalent des techniques de séparation de composantes que je vous ai montrées, sauf que cette fois-ci la séparation de composantes n'est que chimique. J'injecte donc dans les 3 épaisseurs de muscles, oblique externe, interne et transverse, de la toxine botulique. Je réussis de cette façon à ce que les muscles soient relâchés et que j'ai un petit peu plus d'étoffe et de souplesse au moment de la cure d'éventration. Il va de soi qu'on peut cumuler bien sûr un pneumopéritoine thérapeutique avec une injection de toxine botulique et le moment venu, en péropératoire, une technique de séparation de composantes. Donc on a déjà lutté avec le problème de la taille, on a lutté avec le problème de la fragilité du patient, et quid de l'infection, qui est le problème qui résume probablement, à mon sens, le plus le problème. Alors il y a cette classification avec cette ligne pointillée rouge qui nous montre à gauche, d'accord, des patients qui sont fragiles mais qui gardent un champ opératoire propre, et à droite de la ligne pointillée, tout ce qui va avoir de la contamination du champ opératoire. Pourquoi faire cette différence qui n'est pas toujours aisée, parce que des fois le champ opératoire, on n'a pas ouvert de viscère, mais comme vous le voyez chez ce patient, on peut s'interroger avant de l'inciser déjà sur le fait de la propreté du champ opératoire. Tout cela, pourquoi ? Parce que simplement la question de fond est: peut-on mettre une prothèse définitive en présence de contamination ? D'infection, on va assumer d'emblée que non, mais de contamination bactérienne. Et en fait, tout se résume à savoir la réponse que chacun va donner à cette question. Certains disent oui, on peut, ils en ont une certaine expérience, mais vous voyez, 20-25 cas, comme disait mon maître Jean-Pierre Favre, quand quelqu'un dit ne pas avoir une complication, c'est qu'il n'a pas opéré encore suffisamment de malades. Et d'autres disent non, et la littérature, cette fois-ci, est quand même un petit peu plus fournie. On parle de 1000 malades, on parle par exemple d'un registre d'explantation de prothèses qui montre une multiplication par 5 du risque d'explantation de prothèses dès qu'on a la moindre ouverture du tube digestif. Et on a ce registre quand même de 33 000 malades américains qui concluent sans hésiter qu'on a une augmentation du risque d'infection si on met une prothèse en milieu propre contaminé, risque de 3,6, ou contaminé, risque 5 fois plus important.
Et donc de conclure les auteurs, il n'y a pas lieu de mettre une prothèse en milieu contaminé. Ceci dit, on a des voix qui disent qu'ils utilisent des prothèses en milieu contaminé et que cela se passe bien. Alors si on rejoint le camp de ceux qui disent non, en milieu contaminé, on ne met pas de prothèse, qu'est-ce qu'on fait? Alors soit on ne met pas de prothèse du tout, et on revient à la discussion en 2 temps ou 3 temps ou X temps, ou bien on essaye de faire le tout en un, mais qui peut s'engager évidemment, et donc c'est la question de la prothèse bio, les prothèses d'origine biologique ou biosynthétique. Ça a pris beaucoup d'essor dans les années 2010, notamment en France. Quand vous voyez en 2011 cette revue de la littérature, quand il y avait encore très peu d'expérience biologique, c'était la prothèse idéale. Voilà, elle remplissait parfaitement le cahier des charges. Quand on regarde un petit peu la littérature, on se rend compte qu'on n'a pas de prothèse de qualité, de série de qualité, que les séries sont très hétérogènes, que le suivi est mauvais, et donc qu'on n'a aucune étude, qui compare ce type de prothèse et ces différentes stratégies. On a simplement établi qu'on ne fait pas trop de mal aux malades, et encore en utilisant ces prothèses. Des récidives, on en a, des adhérences, on en a. Le fait que ces prothèses biologiques supportent les microbes, ce n'est pas tellement évident quand vous voyez ce qu'elles deviennent en présence d'un bel inoculum bactérien. Donc la tolérance aux microbes reste à discuter. Que fait-on alors pour savoir qu'est-ce qu'on peut attendre de ces prothèses? On fait des travaux collaboratifs, comme celui que vous voyez ici, qu'on a fait avec 8 hôpitaux en France, où nous avons montré quand même que ce type de chirurgie complexe de la paroi, et là je vous attire un moment sur la chirurgie elle-même et non pas sur la prothèse, et là presque 5% de mortalité. D'accord ? Certes, ce sont des malades fragiles, et comme vous le voyez, la récidive est à la hauteur 43% de récidive à 3 ans. Il se trouve en plus que le comportement qui nous est annoncé de ces prothèses de par les études animales n'est pas le comportement que ces prothèses ont réellement dans l'humain quand on étudie les explants de prothèses. Et puis il y a la question du coût que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, puisque ces dispositifs évidemment sont extrêmement coûteux. Donc en conclusion, les éventrations complexes ne sont pas rares. Il faut réfléchir avant d'opérer. Est-ce que je vais rendre service à ce malade? Est-ce que vous n'avez pas plutôt intérêt à rester comme vous êtes, monsieur, madame? C'est peut-être pas mieux ce que j'ai à vous proposer. Si vous avez des facteurs de risque, il faut les contrôler en préopératoire. Il faudra mettre une prothèse. Discutera-t-on de laquelle? Et aujourd'hui, on n'a pas beaucoup d'évidence en faveur de ces prothèses, donc on les utilise, je les utilise, mais des fois avec beaucoup de modestie. Il faut surtout qu'on se mette d'accord, puisqu'on n'a pas d'essais randomisés et qu'on ne les aura visiblement pas, pour évaluer ensemble de façon exhaustive les résultats que nous avons, et c'est en ce sens que nous avons différents groupes de travail avec les collègues qui sont présents. Rappelez toujours que la première chance est la chance qui a le plus de possibilités de durer, et réfléchir honnêtement chacun à suis-je le chirurgien qui convient à ce malade qui a une grosse éventration, ai-je à disposition toutes les armes pour le prendre en charge, botox, etc., ou est-ce que ce malade qui déjà va coûter cher, donc c'est pas une affaire de l'opérer, je n'ai pas intérêt à l'envoyer avec un petit lacet rose vers un collègue qui veuille le prendre en charge. Je vous remercie pour votre attention. Muchas gracias, querido Pablo, por esta excelente comunicación. Bravo. Merci. Bravo. Je fais des efforts pour un catalan par le castillan. En effet. Bon, non, d'abord, merci Pablo. Je crois que c'est des problèmes complexes et ça vient clore effectivement une séance tout à fait extraordinaire. Mais je ne doute pas que Raymond ait quelques questions à poser encore. Mon cher Raymond. Vas-y, dis-nous. Tu parles espagnol, il faut me fusiller. Hein, non, mais t'inquiète pas, c'est...
Il n'y a pas de problème. Oui, monsieur le secrétaire perpétuel. Non, mais moi, la question, vous l'avez abordée, tu l'as abordée jusqu'à la fin, là, c'est l'histoire des centres de recours. Ouais. Parce que dans une organisation de soins, on voit bien que ces éventrations complexes, elles sont réservées à des centres très spécialisés. Mais en amont, il a été montré que quand on en est à la deuxième récidive, on a beaucoup plus de chances d'avoir une troisième récidive. Et moi, il m'arrive de voir des gens qui ont été opérés 4 fois, alors là, soit d'éventration, soit de hernie inguinale d'ailleurs. Hein, la problématique est parfois la même. Et moi, il me semble qu'il se pose raisonnablement la question de réfléchir sur l'existence de centres de recours en pathologie pariétale. Je ne sais pas ce qu'il en est dans les autres spécialités, pour les prothèses de hanche, mais il y a un vrai sujet là. Et d'ailleurs, avec le problème du coût, c'est-à-dire qu'on pourrait tout à fait imaginer que dans ces centres de recours, les séjours soient correctement payés, et uniquement dans cela. Mais après, c'est une question d'organisation dans la spécialité. Alors Pablo, avant que de répondre, alors sache, mon cher Hubert, qu'en matière d'orthopédie, il existe bien sûr depuis 7-8 ans des centres de référence pour les infections en matière de prothèses. Voilà, ça existe depuis 8 ans, hein, je crois. Il y a des centres régionaux reconnus, enfin bref, avec des... Voilà. Et alors donc chez vous, qu'en pensez-vous? Pour la paroi, disons qu'on n'est pas labellisé, mais qu'on est connu. Tout à l'heure, il y avait un collègue qui faisait allusion à l'équipe de Reims, aussi à Dijon. Nous drainons aussi une partie de l'Est de la France. À Dijon, Jean-Luc Bouillot, à Paris, en recevait aussi. Donc, en effet, il n'y a pas un label, centre expert, mais au vu de la complexité de ces malades, de toute façon, la plupart des collègues n'ont pas tellement la volonté de les garder, et donc on les reçoit. Après, toujours, on a tendance à dire j'aurais préféré l'avoir à la deuxième récidive qu'à la 7e. Oui. Mais c'est ça le sujet, c'est en amont. C'est pas tellement, personne ne discute ces très grosses éventrations. Tout le monde vous les laisse. Et d'ailleurs, on imagine la difficulté que ça représente. C'est plus en amont, c'est ceux qui ont été opérés 3-4 fois et voilà quoi. Je vous en prie, monsieur. Tiens, Hubert. C'est le problème éventuel de la certification des centres qui se développe en Allemagne pour la chirurgie hernière, entre des centres de classe 1, 2, 3, 4. Je sais faire des hernies simples, je ne fais que des hernies primaires. Je ne sais pas faire les hernies récidivées, il faut que je sois dans un centre de classe 2. Je ne sais pas faire les hernies quand le sac arrive au niveau du genou, c'est le centre de classe 3. Et je ne sais pas opérer les éventrations comme tu nous as mis avec, c'est le centre de classe 4. Et si je suis un centre de classe 1, je n'opère pas voilà. Alors est-ce que dans le milieu germanique ça passe mieux? Parce que quand ce discours par exemple pour le cancer du pancréas ou du rectum a lieu de se discuter à la suite des travaux qui ont été faits récemment à Lille, qui ont montré quand même une moindre morbidité, tous les chirurgiens ont été d'accord pour que les malades du voisin sont adressés ailleurs, mais pour garder les siens. Donc est-ce que c'est un effet culturel? Non mais on constate très bien que par exemple dans beaucoup de centres en France, des gens qui sont tout à fait capables de faire des œsophagectomies acceptent de ne pas en faire parce que le plateau technique dont ils disposent n'est pas adapté, même si techniquement ils savent très bien faire un Lewis Santi, un Akiyama, etc. Et donc je trouve que ce raisonnement il faut probablement il est probablement à mener en termes de chirurgie pariétale aussi. Enfin, chez nous, en orthopédie, donc ces centres, c'est les CRIOAC, centres de référence pour les infections ostéo-articulaires complexes. C'est très hiérarchisé, il y a une prise en charge particulière avec une diminution, si je puis dire, du risque, entre guillemets, médico-légal. C'est classique parce que maintenant les avocats savent ça, la prise en charge d'une prothèse infectée, si jamais il n'est pas passé par un CRIOAC, bingo, quoi. Enfin, voilà. Et en plus, la prise en charge du patient est valorisée. Si le patient est valorisé pour le centre qui va l'opérer, parce qu'il y a des protocoles, enfin c'est comme tout. Et ça, je me tourne vers François, ça marche pas si mal que ça. Hein. C'est très efficace. C'est très efficace. Alors donc peut-être
là aussi, l'une des missions de l'Académie nationale de chirurgie, c'est d'essayer de faire avancer les choses, mon cher Pablo. Donc, posez-vous la question, vous qui êtes les spécialistes, ensuite, pour édicter peut-être des recommandations ou pas forcément des recommandations, mais comment on appelle ça chez nous, des préconisations. On sera prêt à vous relayer auprès des instances administratives et ministérielles en particulier. Venez Pablo, reprenez votre sainte place à côté du président, puisque vous étiez aussi président de cette séance. Déjà, je vous laisse dire quelques mots pour remercier les orateurs. Voilà. Je remercie déjà l'Académie, à la personne de son président, son secrétaire perpétuel, encore pour leur invitation. Je remercie tous les collègues qui se sont déplacés. Et Paris n'est peut-être pas si accueillant par ce temps de grève, en particulier pour ceux qui avons moins la routine de certains trajets. Donc merci vraiment beaucoup à chacun de vous d'être là. Puis merci beaucoup à vous de votre intérêt et de partager cette passion. Voilà. Merci Pablo, merci monsieur le coprésident. C'était vraiment une séance tout à fait intéressante. Vous avez vu que ça a suscité de multiples questions, parfois un peu dynamiques, mais on a apprécié la présentation tout à fait synthétique de vos collègues, et en particulier des jeunes, et puis des moins jeunes aussi, je rassure tout le monde. Je relance un appel vis-à-vis des e-mémoires. Déjà, j'ai interpellé les jeunes, je sais qu'ils le feront, mais je me tourne vers mes collègues. N'hésitez pas à faire l'effort supplémentaire pour envoyer les mémoire à l'Académie nationale de chirurgie. Donc merci monsieur le coprésident, vous serez les bienvenus et je voudrais terminer, à moins que monsieur Polo... Non, mais attendez monsieur Polo, j'ai pas fini mon travail, il est terrible, hein, Raymond. Non mais je vais vous faire une confidence, j'ai fait mes premiers remplacements chez lui, mais c'était vraiment une époque où vous étiez pas né, et il n'a pas changé depuis. Non, merci Raymond. Non, simplement vous dire que vous êtes les bienvenus, puisque on a un nouveau bureau, donc un nouveau président, et la tradition veut qu'à l'issue de la session, et ça tombe très bien pour une session de chirurgie digestive qui n'est pas ma spécialité parce que je suis orthopédiste, vous êtes invité à boire le champagne qui a déjà été préparé par nos chers secrétaires, que je remercie, Luciane et Fatiha. Merci à vous deux. En tous les cas, mesdames et messieurs, merci infiniment. La séance est close.